Racontez-nous votre Montpellier. On se trouve ici à Montpellier. Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché? Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone. Racontez-nous votre Montpellier. Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serrote. Donc vous êtes une Montpelliéraine, pur jus. Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté. Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains. Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'aller en prison, du moins de mieux connaître l'univers carcéral en laissant de côté déformation de la réalité et fantasmes divers. Pour cette incursion, j'ai choisi comme guide quelqu'un qui y travaille quotidiennement. Il accompagne les détenus en tant que médecin. Fadi Meroui, merci d'avoir répondu à mon invitation. Depuis près de 30 ans, vous êtes responsable de l'unité sanitaire de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelones. Vous êtes aussi chargé d'enseignement au sein du service de soins en milieu pénitentiaire au CHU de Montpellier. Vous êtes très actif dans les organisations internationales de votre spécialité, vice-président de l'association MENARA, mobilisée sur la réduction des risques dus à la consommation de drogue dans 20 pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Vous êtes aussi depuis 9 ans le président de Health Without Barriers, la santé sans barrières, dénomination de la Fédération européenne de la santé en prison. Alors, première question, Fadi Meroui, qu'est-ce qui vous a conduit à choisir ce mode particulier d'exercice de la médecine? Alors bonjour. Oui, alors ça a commencé il y a une trentaine d'années, où j'avais aussi, comme tout le monde, je me posais des questions sur ce qu'était la prison, les fantasmes, l'enfermement. Et je voulais être visiteur de prison. Ah oui, c'est-à-dire le contact de tiers avec exactement, les détenus. En me disant, comme tout le monde, peut-être que ces personnes n'ont pas d'accompagnement, ils n'ont personne, ils sont seuls. Et on m'avait expliqué que c'était très compliqué d'être visiteur de prison. Il fallait une habilitation, une association. Et puis quelques mois après, on m'appelle, on me dit, on cherche un médecin. Voilà. Ah oui. J'étais installé médecin généraliste dans Montpellier. Au début de votre parcours, alors? Au tout début, voilà, j'étais installé depuis 1994 à Montpellier. Et en 1997, l'occasion s'est présentée. J'ai commencé par 2 demi-journées, puis 4. Et puis, c'était un challenge à prendre. Et j'ai fait mon cabinet 10 ans après et pour me consacrer à temps plein, sur la prison. Voilà. Donc, c'est venu par un intérêt, une curiosité particulière, mais qui s'est transformé, je dirais, en investissement professionnel. Voilà, exactement. D'accord, très bien. Alors, avant que, vous le savez, nous fassiez profiter de votre connaissance du monde carcéral, bref détour, comme d'habitude dans cette émission, à votre tour, d'apporter votre part au portrait de la ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Alors, quel est le lieu de Montpellier auquel vous êtes particulièrement attaché, vous aimez? Pourquoi? Et pourquoi vous le recommandez, par exemple, à vos amis de passage? Alors, mon coin préféré, je pense que c'est autour de la cathédrale et de la faculté de médecine. Voilà. Et toutes les petites ruelles qu'on a autour. Les ruelles médiévales autour. Exactement, voilà. Donc je veux dire, parfois on va jusqu'au Portugal, jusqu'en Espagne, jusqu'en Italie pour voir ces vestiges. On les a tous ici même, concentrés. Et en plus les petites ruelles, les petits escaliers, les petites places. Je pense que entre l'Espagne, l'Italie, c'est un voyage agréable. Très bien, alors j'invite les auditeurs à vous suivre à distance dans cette partie-là, dans ce quartier de Montpellier. Alors, revenons-en à la santé en prison, notamment à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelones. Alors, avant que nous voyions comment ça se passe, donc dans cette maison d'arrêt, pour que nous comprenions bien, une question générale. En France, comment la santé en prison, l'accès des détenus aux soins sont-ils organisés? Alors, la France fait partie des premiers pays, on va faire un peu cocorico, on va dire, où avec une loi de 1994, on a transféré la santé des personnes détenues du ministère de la Justice vers le ministère de la Santé. En sachant qu'encore beaucoup de pays européens encore et dans le monde, ce sont les ministères de la Justice ou de l'Intérieur qui s'occupent aussi de la santé des personnes détenues. Comme si c'était l'administration pénitentiaire ici qui aurait gardé cette activité. Voilà. Jusqu'en 1994, c'était le cas. Donc et donc on fait partie des pays où la santé maintenant est transférée au ministère de la Santé. Le ministère de la Santé confie à chaque hôpital le plus proche de la prise en charge sanitaire des personnes détenues.
D'accord. Donc ici, c'est le CHU de Montpellier. Ici, c'est le CHU de Montpellier. Voilà. On aurait été vers Mirval, on aurait été peut-être 7. Voilà. Donc c'est vraiment l'hôpital le plus proche qui va prendre en charge la santé en prison, avec deux corollaires aussi qui sont importants. Ça veut dire que toutes les personnes détenues sont prises en charge à 100%. Donc ils ne payent rien, ils sont pris en charge par la sécurité sociale entièrement. Et à leur sortie, aussi pareil, ils peuvent avoir 1 an de couverture. Avant de retrouver une activité, ou en tout cas une stabilité qui leur permet d'être, je dirais, soignés si besoin. Assurés de base du droit commun. Quoi. Mais qui, bon, si on reviendra sur ça, mais la loi existe, mais bon, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'améliorations à faire pour que ce soit réactif, pour que ce soit vraiment véritable. Voilà. Donc ça, c'est le cadre, je dirais, juridique et administratif dans lequel la santé est organisée. Alors, comment ça se traduit à Villeneuve-les-Maguelones? De quels moyens humains, techniques et financiers disposez-vous pour, m'avez-vous dit tout à l'heure, 1050 détenus? Voilà, 1050 personnes détenues. Donc c'est vrai que au niveau, la relation qu'on a avec le CHU de Montpellier depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, ça va faire 24 ans, 25 ans que le CHU a pris en charge. À Montpellier, je dirais à Villeneuve-les-Maguelones et à Montpellier, on est assez bien doté. On a à peu près 5 médecins généralistes, on a 2 psychiatres, on a un pharmacien, des dentistes, des infirmières, cadres de santé, un kiné, donc préparateur en pharmacie. Voilà. Il y a à peu près une quarantaine de personnes. Une quarantaine de personnes à temps partiel pour la plupart, j'imagine. Si on prend les temps pleins, ça fait quand même 35 temps pleins. Ah, quand même. Oui, d'accord. Oui. Donc ça veut dire quand même que les compétences humaines sont au rendez-vous, là, pour le coup. Sont au rendez-vous. Alors, ce qui se passe à Villeneuve ne se passe pas dans toutes les prisons. On va juste mettre une petite parenthèse. C'est vrai qu'on a la chance ici à Montpellier d'avoir une bonne équipe engagée qui travaille. Je connais la majorité de mes confrères qui n'arrivent pas à pourvoir les postes de médecins, ni de psychiatres, ni de dentistes. Donc ça veut dire qu'on vous avez une équipe stabilisée, fidèle. Voilà. Bon, il y a quelques mouvements, j'imagine, mais très pas peu, de très peu de mouvements. Voilà. Et donc du coup, ça veut dire que l'organisation du travail, l'apprentissage du travail collectif, l'ambiance sont positives. Voilà. Et les gens sont investis et c'est un plaisir professionnel d'animer cette équipe. Exactement. C'est un peu pour ça aussi qu'on est un peu l'exemple quand on travaille avec l'OMS ou quand on travaille avec les institutions internationales qui viennent visiter la prison. C'est un peu la référence positive. Voilà, mais à chaque fois on dit, même quand certains députés ou certains sénateurs viennent, on leur dit c'est pas pareil partout dans les prisons, il ne faut pas avoir une idée. Pas généraliser. Oui. Exactement, voilà. D'accord. Pas généraliser, malheureusement. Alors, ça c'est l'équipe, et après il y a des locaux dédiés à la santé, de l'équipement. On a une salle de radio sur place, on a un dentiste sur place avec un fauteuil dentaire, on a de quoi faire des examens ophtalmo, comme vous allez voir, pour la vue ou autre chose. Donc on a du matériel sur place, sur site comme on dit, et on reçoit, pour vous donner une idée, 200 personnes par jour. Ah d'accord, c'était pas un gros quoi, 20% de l'effectif, qui vient quotidiennement pour l'infirmière, pour le soin. Renouvellement d'ordonnance. Pour la psychologue, pour le psychiatre, pour le médecin, pour la pharmacie, pour les radios, pour les soins. C'est un mini-hôpital en fait, à l'intérieur des murs de la prison. Quasiment. D'accord, très bien. Alors, là aussi, de manière générale, mais pour chacun des auditeurs ait des points de repère, quel est l'état de santé, quels sont en tout cas les traits dominants de cet état de santé, des détenus que vous côtoyez et que vous soignez, vous l'avez dit, presque journellement? Alors, il faut savoir que si on veut dresser un profil type de la personne détenue, on a une prévalence très très forte. Non, il n'y a que des hommes, je précise au passage. Oui, ça, c'est des hommes majeurs et mineurs. On a aussi un quartier mineur. Il faut savoir que la majorité des patients n'ont pas accès ou ne savent pas qu'ils ont accès aux soins à l'extérieur. Ah, une méconnaissance de leurs droits. Méconnaissance de leurs droits, ou n'ont pas assez de mutuelles, ou ne savent pas qu'ils peuvent se faire soigner, ou ne savent pas où aller soigner, ou voilà. Donc on a souvent, et très souvent, des personnes qui arrivent et qui sont en rupture de soins. Ah, donc en faute de moyens, ou de connaissances, ou d'argent, d'accord. Ou une personne isolée, une personne, un migrant ou un sans-papier qui se cache parce qu'il ne peut pas aller se faire soigner. Donc l'incarcération est pour lui un moment de
de prise en soins parce qu'ils ne l'avaient pas à l'extérieur. Voilà, donc on a quand même une majorité de personnes qui sont dans ce cas-là. Et on a une prévalence qui est très élevée, par exemple, de tout ce qui est addiction, Oui. tout ce qui est maladie infectieuse, que ce soit l'hépatite C ou le VIH, par exemple, sur la santé mentale. Donc ça, c'est des éléments de santé ou de difficultés de santé antérieurs à leur arrivée à la prison, qui résultent de leur parcours antérieur. Voilà. Majoritairement, oui, ils viennent dans cet état-là. Voilà. Il n'y a pas de maladie qu'on va attraper à l'intérieur, sauf si on prend des risques. Alors ça, c'est un autre sujet peut-être, mais quand on prend des risques en prison, s'injecter ou prendre le rasoir de quelqu'un d'autre ou s'échanger du matériel, ils peuvent attraper des maladies qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant. La promiscuité aussi fait que certaines pathologies vont se transmettre d'une personne à l'autre. Voilà, donc il y a des pathologies qui vont apparaître à l'intérieur du fait de la promiscuité, du fait de la surpopulation, mais majoritairement viennent avec la maladie ou viennent avec une maladie qu'ils ne connaissaient pas, qu'on va découvrir nous-mêmes pendant l'incarcération. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce millier de personnes est quand même un état de santé moyen plus mauvais que la population française générale à âge notamment comparable? Oui, c'est ça, oui, voilà. Donc la majorité des personnes n'ont pas un hébergement fixe ou durable. L'insalubrité des logements. Voilà, beaucoup n'ont pas aussi, ne travaillent pas, donc sans travail. Voilà, donc on a quand même une accumulation de vulnérabilités socio-démographiques avant d'entrer en prison qui font qu'il y a une accumulation de tous les soucis de santé. Alors, vous l'avez évoqué, j'avais prévu la question, mais je vous propose d'y revenir. Bon, la surpopulation, donc 1050 détenus pour 590 places, presque 2 fois plus que ce qu'il faudrait. Dans quelle mesure cette surpopulation impacte-t-elle la santé? Et plus généralement, vous l'avez un peu évoqué, mais je pense que c'est bien qu'on comprenne mieux, en quoi l'enfermement lui-même constitue, je dirais, un terrain favorable, je dirais, aux difficultés de santé. On va prendre un exemple. Je vais prendre un exemple. Vous prenez une colocation. Déjà, vous imaginez en colocation, quand vous êtes 3 ou 4, il va falloir qu'on se connaisse, quand chacun fait ce que l'autre veut. Voilà. Donc, vous voyez un peu les complications qu'il peut y avoir dans une vraie colocation à l'extérieur. L'organisation quotidienne de ce qui fait quoi, qui fait pas, qui fait. Voilà. Imaginez la même chose dans 9 mètres carrés. Donc, vous mettez 3 à 4 personnes dans 9 mètres carrés qui ne se connaissent pas, qui ont des habitudes chacun différentes, qui l'un fume, l'autre ne fume pas, qui l'un fait le ménage et pas l'autre ménage. Donc, vous voyez un petit peu les complications que vous allez créer. Voilà. Est-ce qu'il y en a un qui va prendre le dessus de l'autre? Est-ce que certains vont se faire racketter? Plus vous êtes plus vous n'avez pas de moyens, plus vous vous faites racketter pour faire. Bon, voilà, il y a un microcosme qui se crée. Donc surpopulation, ça veut dire qu'ils sont 3, parfois 4 dans la cellule, avec des matelas par terre. Donc automatiquement des bagarres quand l'autre ne veut pas faire, l'autre veut fumer, l'autre ne veut pas fumer, l'autre veut allumer la télé, l'autre ne veut pas. Donc voilà, donc ça crée quand même, quoi qu'on dise et quoi qu'on imagine, quand même des difficultés de vivre ensemble, ce qui est impossible, dans 9 mètres carrés. Ouais. Donc vous voyez, avec des matelas. Donc ça crée des bagarres tous les jours. Voilà, tous les jours il y a. Oui, parce que ça produit du stress, de l'énervement, de la violence. Voilà. Et l'enfermement, c'est quand même reconnu par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit bien que c'est délétère à la santé. Même si matériellement, c'est des conditions plus satisfaisantes que celles que vous venez de décrire, quoi. Je veux dire, un centre pénitentiaire ou une maison d'arrêt, je dirais, un confort correctement équipé et avec un taux d'occupation correct, c'est quand même un état de santé général un peu moins défavorable. Alors, on peut prendre l'exemple ici à Montpellier de la SAS. Donc, la SAS a ouvert il y a maintenant 3 ans. Alors, c'est une structure qui est au nord de la Paillade, qui est à Rométine, voilà. Et quelle est c'est une espèce de, comme son nom l'indique, d'un passage de l'enfermement à détention habituelle vers la sortie, c'est cette espèce de passage. Un SAS, en fait, on appelle ça un SAS. C'est une structure d'accompagnement à la sortie, où, par exemple, il n'y a que 150 chambres, donc déjà, ce n'est pas des cellules, ils appellent ça des chambres. Ils sont seuls dans la chambre. Voilà. Avec un régime semi-ouvert, ça veut dire que le matin, ils peuvent sortir de la cellule
pour aller voir le médecin, pour aller voir les... À l'extérieur? Non, à l'intérieur quand même de l'établissement. Non, à l'intérieur. D'accord. Ils sont à l'intérieur. Bon, si vous prenez la maison d'arrêt de Villeneuve-le-Maglone, qui est une maison d'arrêt, c'est une maison d'enfermement. Donc les gens sont enfermés 22 heures sur 24. Ils ont 2 heures de promenade par jour, sauf s'ils ont d'autres activités, aller au sport, aller voir le médecin, aller voir ceci, aller voir cela. Mais ils restent enfermés. Voilà. Parce que c'est l'enfermement. Voilà, alors, le SAS, c'est un peu plus souple, donc? Un peu plus souple. Ils sont seuls par cellule. Il n'y a pas de surpopulation parce qu'il n'y a que 150 personnes. Et l'idée, c'est vraiment de leur donner toutes les bonnes conditions, une bonne réinsertion. Voilà. Mais ça reste que 150 personnes concernées par ce système-là par rapport aux 1050 personnes détenues dans l'autre maison d'arrêt. Et alors, qu'est-ce qui se passe du point de vue de la santé dans ce SAS? Ce SAS, on a recréé un petit peu un mini-service comme à la... Voilà, vous avez des collaborateurs qui sont... Voilà, on a un médecin, un psychologue, une psychiatre, un dentiste, des infirmières, donc ils sont là tous les jours, qui accueillent les personnes tous les jours et qui vont délivrer les soins. C'est vrai qu'ils sont moins débordés qu'à la maison d'arrêt, mais ça reste une activité assez soutenue. Assez soutenue, d'accord. Très bien. Alors... regardons maintenant comment, quand on est médecin, parce que ça implique, ça peut se produire, notamment en ce qui concerne le respect du secret médical, un des principes des pratiques de médecine en France. Quels sont les droits du détenu? Alors les droits théoriques, je dirais, sur le papier, et les droits effectifs, réels dans les faits. Là. Comment ce secret médical, dont on peut penser qu'il intéresse des tiers, ou l'administration pénitentiaire, ou je ne sais quoi, comment cet espace-là est préservé? Alors, je vais rester sur Villeneuve-le-Maglone. Oui, oui, bien sûr. C'est mon exemple. Alors, on a quand même une éthique et une déontologie en tant que médecin, en tant que soignant, et qu'on applique au plus possible en prison. Je veux dire, un de nos combats, un de mes combats, on va dire, avec l'OMS et avec toutes les institutions internationales, c'est de dire que la personne est privée de liberté, mais que de liberté. Ah voilà, on y reviendra, ça, d'accord. Voilà. N'est pas privé des autres droits. Ouais, voilà. Et les autres droits, notamment le droit à la santé. Et le droit à la santé, pour cette personne-là, s'applique comme à l'extérieur. D'ailleurs, la loi de 1994 nous demande à donner des soins équivalents à celles de l'extérieur. Ça, c'est la loi qui est un peu qui a installé les principes fondateurs de l'organisation que vous avez décrite au début de notre entretien. Là. C'est ça. C'est ça. Après, il est évident que dans la prison, le secret médical est un combat de tous les jours, qu'on arrive, même si ça fait fâcher beaucoup de monde quand on dit rien. Ça suppose de votre part une vigilance. C'est un droit au silence. Je crois qu'un soignant doit se taire. Voilà. Un bon soignant en prison, c'est celui qui sait se taire. Voilà. Après, même si on est sollicité, on est sollicité par des magistrats, par les avocats, par la famille, par la pénitentiaire, par tout le monde. Voilà. Donc il faut faire face à ces sollicitations, même si elles sont faites courtoisement, mais qui quand même vous interpellent. Quoi. Exactement. Voilà. Et j'essaie de dire à toute mon équipe qu'on ne répond à aucune question. C'est simple, il faut ne rien répondre. Voilà, plutôt que de trouver des réponses. Il n'y a pas besoin. Et après, de temps en temps, on rappelle aussi la loi. Je veux dire, quand on pose une question, je leur dis que cette personne est majeure, c'est à elle de dire et pas à moi. Voilà. Même si c'est pour me demander une question qui paraît simple, à partir du moment où on pose une question d'une personne, sur la personne, on ne répond pas. Voilà, donc ça veut dire que pour les professionnels de santé, c'est une vigilance même pas tout instant, tout le temps. Permanente. Elle est permanente. Ça fait partie des éléments constitutifs de l'exercice des soins en milieu carcéral. Et c'est pas facile. Bien sûr. C'est pas facile. C'est pas facile parce que d'abord, même pour la personne elle-même, imaginez la personne dans sa cellule qui doit aller voir le médecin. Donc tout le monde sait qu'elle va voir le médecin. Oui, bien sûr. Bon. Ensuite, quand elle arrive au service médical, si elle rentre dans le bureau du psychiatre, tout le monde sait qu'elle est rentrée chez le psychiatre. Donc, si vous voulez, on peut... Voilà, mais oui. Donc, si vous voulez, le secret médical est malheureusement entravé par le fait qu'on soit en prison. Bien sûr. Voilà, j'ai pas besoin... la discrétion, l'anonymat qu'on peut avoir si on consulte. Voilà, monsieur X va voir son médecin, personne ne sait. Personne ne le sait, ou ses proches, s'il le leur dit, ça n'est pas plus. Exactement. Ou même pas, parfois. Exactement. Donc, vous voyez, déjà ça, c'est déjà compliqué. Oui. Entravé. Alors, on essaie aussi parfois, quand on envoie quelqu'un aux urgences, par exemple, quelqu'un qui a besoin d'aller aux urgences, je me rappelle l'époque où l'administration me demandait « il y va pourquoi ?» On ne leur disait pas. Mais même si on ne leur disait pas nous-mêmes,
une fois qu'il est dans la voiture, dans le fourgon pour l'amener, si vous l'amenez chez l'ophtalmo, c'est parce qu'il a un problème au niveau de l'œil. Donc en fait aussi, quand vous l'amenez à l'hôpital, du fait qu'il soit accompagné par le médecin, tout le monde sait où il va. Voilà. Donc s'il va. Quel spécialiste il va voir, il va consulter. Oui. Voilà. Donc ils savent. Donc vous voyez, donc oui, le secret médical, on essaye, on le défend et on le met en place, mais il est entravé par le système lui-même. Et ça, je pense qu'on ne pourra jamais. Oui, bien sûr. C'est inhérent aux conditions. Voilà. Parce que la prison n'est pas un lieu de soins, mais par contre un lieu où on soigne. C'est un peu différent. Voilà. C'est un peu. J'ai envie de dire, demain, il y a une catastrophe quelque part, on fait un poste avancé, on arrive là-bas, on soigne là-bas. Mais il ne veut pas dire que dans l'accident, c'est un lieu de soins. Voilà. Bien sûr. Donc, il peut y avoir beaucoup d'exemples où on va soigner, même si ce n'est pas de lieu de soins. Et la prison fait partie de ce cadre-là. Et alors, dans quelle mesure le détenu a accès à son dossier médical, qui est un droit reconnu, normé Bien sûr. Ils viennent demander, ils peuvent venir nous voir, nous dire voilà, on veut soit un certificat médical, soit une pièce de dossier, soit le dossier entier, on leur donne entièrement le dossier. Oui, il appartient au patient, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est des demandes qui vous sont faites souvent. Qui nous sont faites souvent. Et auxquelles vous pouvez accéder positivement. Exactement. Et je me rappelle d'ailleurs, j'ai été arbitré à la CPI, le Cour pénal international, où il y avait un conflit. Parce que vous imaginez la CPI où vous avez un jugement, donc vous avez des magistrats et des jugements, et vous avez des gens qui viennent de partout, du Rwanda, de Kosovo, de partout, et qui sont en Hollande. Donc vous voyez un petit peu toutes les complications. Voilà. Et donc là, on avait discuté, on va poser la question, donc j'étais là-bas sur place pour voir sur le dossier médical, et on a dû expliquer que le dossier médical appartient au patient. Et à partir du moment, parce que l'avocat me disait qu'on refusait de me donner le dossier, et oui, on ne donne pas le dossier à l'avocat, on donne le dossier... Voilà, ça c'est très important, ça, pour le coup. Voilà. Pour le coup, on donne le dossier à la personne. Elle fait ce qu'elle veut après. Elle fait ce qu'elle veut après, voilà. Donc ça, les avocats ont accepté. Donc au début, ils n'étaient pas tellement contents parce que le médecin ne leur donnait pas. Et là où j'ai dit au médecin après, qui me disait, je ne donne pas tout le dossier parce qu'il y a des choses qui... Il me dit, non, ça ne te regarde pas. C'est au patient, il prend son dossier, il prend les éléments qu'il veut, il donne ce qu'il veut. Voilà. Ce n'est pas au médecin de décider... Par contre, le médecin doit conseiller la personne en lui disant attention, tel document ou tel document peut porter à confuser. Jouer positivement ou négativement dans la défense. Parce que j'imagine que l'avocat, il ne fait pas ça par indiscrétion parce qu'il considère que l'accès à des informations médicales lui permettent de mieux défendre son client. Bien sûr, on comprend la chose. Mais il y a quand même une espèce de barrière ou de frontière qu'il ne faut pas franchir, qu'il ne faudrait pas franchir. Mais ça, c'est vraiment la partie la plus difficile de l'exercice des soignants en milieu carcéral, c'est se taire. Cette difficulté, elle se présente dans les autres pays européens, j'imagine, dans des conditions similaires aux voisines. Et encore, je veux dire, en France, on a cette séparation. J'ai visité quand même pas mal de prisons européennes. Et dans certains pays, j'ai eu peur. Ça veut dire que il y a vraiment une porosité entre le soignant et l'administration pénitentiaire. Qu'en France, qui a été préservée pour nous. Qu'on essaie de préserver. Qu'on essaie de préserver. Même si ce n'est pas 100%. En plus, il y a les relations personnelles qui peuvent jouer, je m'entends bien, avec un tel. Donc, malheureusement. Voilà, qui viennent mettre, je ne sais pas quoi, de la bienveillance. Mais globalement, quand même, elle est protégée. D'accord. Alors, on poursuit un peu ce tour d'horizon pour permettre à nos auditrices de mieux savoir ce qui se passe et d'échapper aux clichés. En 2006, il y a 20 ans, donc, le Comité national d'éthique pour les sciences de la vie et la santé a réalisé un rapport sur la santé et la médecine en prison, ça fait donc 20 ans. Il soulignait notamment que, je cite, « Malgré les lois, l'accès aux soins et à la protection de la santé en prison continue de poser des problèmes éthiques majeurs. » Alors bien sûr, vous attendez ma question. 20 ans après, des progrès effectifs réels en la matière ont-ils été enregistrés? Et si oui, lesquels? Non, on est dans un statu quo depuis 2006. Voilà, faut dire les choses. D'abord parce que je dis, elle est entravée. Donc je veux dire, on ne pourra jamais arriver à 100%. Voilà. Pour arriver à 100%, il faudrait que les personnes puissent sortir de leur cellule, venir nous voir quand ils veulent, et c'est juste impossible parce qu'il y a des surveillants qui ouvrent et qui ferment. Voilà. Donc ça déjà, c'est pas facile. Après, il y a des problèmes de ressources humaines. Donc vous allez avoir des prisons où, par exemple, je connais des prisons où il n'y a même pas de médecins, où ils ont très peu de médecins, ou très peu d'infirmières, voilà, ou de psychiatres, ou de spécialistes. Donc il y a aussi ce problème-là de ressources humaines qui ne sont pas dues au fait des soignants, mais qu'il n'y a pas de soignants en prison. Donc on a du mal parfois à recruter
lui, même si à Montpellier, j'ai pas ce souci-là, la majorité des prisons en France ont un problème de ressources humaines, voilà, qui peut aussi avoir. Après, c'est l'autre accès aux soins, comme je disais tout à l'heure, ça veut dire que la personne doit pouvoir quitter sa cellule pour venir jusqu'à chez nous, et quand il ne vient pas en consultation, on ne sait pas pourquoi il n'est pas venu. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas ouvert la porte? Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème autre? Voilà. D'accord. Alors, notre question encore, vous allez lier à l'actualité récente. Que pensez-vous de la suspension par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, des permissions de sortie culturelle et sportive accordées à certains détenus, accordées aux détenus? C'est un peu dommage parce que si vous voulez réinsérer des personnes dans la vraie vie, dans la société, c'est des personnes qui jusqu'à maintenant n'avaient pas accès, ne connaissaient pas. Et donc le service pénitentiaire d'insertion et de probation ont eu cette idée depuis quelques années de faire des sorties culturelles, d'amener au musée, d'amener à des expositions, d'amener, par exemple chez nous, ils font, quand il y a 10 km de course à pied, donc il peut y avoir 2-3 personnes détenues qui vont faire la course avec des surveillants. Voilà, donc on peut, heureusement qu'il existe ça fait aussi... un peu d'air frais, j'allais dire. Un peu d'air frais. Alors il y a eu quelques petites... soi-disant difficultés ou... Non, il y a eu à un moment donné dans une prison, une prison, il y a eu un petit kart, ils ont fait une piscine avec un karting et ça fait Flores. Ça fait oui, en prison, on fait du karting, on fait de la piscine et c'est là que en partant de ce cas particulier, il a dit j'arrête tout. En disant, voilà. Bon, bref. Alors je sais qu'il y a un recours devant le Conseil d'État de cette décision. On verra ce qu'on ne sait pas. Alors, c'est maintenant mitigé parce qu'il dit que quand c'est le soin qui veut faire un groupe thérapeutique, un groupe de parole, on peut le faire. Par exemple, nous on avait des séances de yoga, parce que c'était pour la relaxation, pour certaines personnes qui étaient anxieuses ou qui étaient dépressives. Ça marche assez bien et ça a été arrêté, par exemple. C'est un peu dommage. Voilà. Donc il y a actuellement des pourparlers, il y a des cas par-ci par-là, mais c'est pas encore très clair. Alors pour conclure notre tour d'horizon, là, docteur, un autre point plus général. Le journal Libération a publié récemment des lettres adressées par des détenus à Dominique Simoneau, c'est une dame, la contrôleuse générale des lieux de prévention de liberté, c'est son titre officiel, c'est-à-dire une autorité administrative indépendante et officielle. Ces lettres confirment que les conditions de vie en prison sont souvent très mauvaises, voire indignes. Donc ma question arrive naturellement. Au bout du compte, est-ce que le problème central des prisons en France n'est pas ce que j'appellerais comme d'autres la double peine? En effet, à la condamnation à la privation de liberté légalement décidée par la justice s'ajoutent les difficultés et les souffrances provoquées par les conditions de vie. Est-ce que ce résumé peut être un peu hâtif? Vous s'y retrouver. Alors globalement, il faut s'imaginer, il y a 190 établissements pénitentiaires en France qui datait d'un certain siècle, on va dire. Bon. Et que depuis maintenant, une trentaine d'années, depuis la loi, justement depuis 1990, il y a reconstruction de nouvelles prisons. Ça va prendre du temps. Donc voilà. Donc, c'est le cas pour Montpellier. Vers la Villeneuve-Magloire, c'est 30 ans. Si vous allez d'ailleurs au château, ce qu'on appelle le château. Oui, j'ai eu l'occasion de le faire. Oui. Voilà. Donc voilà. Donc, vous voyez, la prison en dessous du parking. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut commencer. Donc voilà. Donc il y a des rénovations qui se font. Ça prend du temps et il y a encore des prisons jusqu'à maintenant qui présentent des problèmes de vétusté, de promiscuité, d'insalubrité. Très bien. Alors, on va boucler la boucle, si vous voulez bien, avec ma dernière question. Merci. Bon, grâce à vous, nous avons présenté une image de la prison plus exacte et plus précise que ce l'on en dit souvent. Pour conclure, merci de nous dire quelle est, on les a évoquées, l'idée reçue, l'idée fausse sur la prison ou sur la santé en prison, que vous rencontrez souvent, que vous vous efforcez de combattre, d'évacuer. Alors, l'idée, c'est quand on dit que la prison, c'est le Club Med. Bon, oui. Bon, voilà, c'est juste... Voilà. Cette expression toute faite. Non, mais je pense que voilà, il faut imaginer... Les personnes n'imaginent pas ce que c'est la privation de liberté. Déjà. En quoi c'est dur? Voilà, déjà, quand on... Ça commence déjà avec la police, quand on vous arrête, déjà. Vous passez 24-48 heures en garde à vue dans les locaux de la police, vous passez devant le jugement et puis après vous passez en prison. Voilà. Donc déjà ces 3 jours-là, c'est déjà assez violent pour la personne qu'on arrête et qui trouve injuste et qui dit qu'il ne peut pas se défendre et qui va se trouver en prison. Voilà. Donc c'est pas évident
de vivre en prison, même si on a des bonnes conditions. Donc déjà, alors quand en plus vous avez des mauvaises conditions, oui, ça accélère, et quand vous êtes en surpopulation, ça aggrave. Voilà. Donc tout s'aggrave ensuite, jour après jour, et c'est vrai que ça peut avoir des effets très délétères sur la personne. Voilà, donc on comprend que cette expression, elle est saine à animer le débat ou à provoquer dans des conditions, bon, on en parlera peut-être un autre jour, qui sont elles-mêmes discutables. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Fanny Merouet. Merci à vous. Et peut-être une prochaine fois. Racontez-nous votre Montpellier. On se trouve ici à Montpellier. Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché? Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone. Racontez-nous votre Montpellier. Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serrote. Donc vous êtes une montpelliéraine, un pur jus. Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté. Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.